Merci de votre présence. Donc, je vais vous parler aujourd'hui, plus fort, de la chirurgie de la main dans les traumatismes et de la prévention surtout des accidents. Puisque nous sommes en période de Noël, et comme l'a dit M. Lobel, les plaies de main dans la cuisine sont relativement fréquentes, notamment lorsqu'on ouvre les huîtres. Alors, M. Lobel l'a très bien dit, la main, c'est quoi? C'est un formidable objet de technologie. C'est ce qu'on pourrait appeler l'instrument des instruments, parce que la main permet les prises, le toucher, les pinces. La main a une sensibilité extrême qui vous permet de saisir les objets. Quand vous avez les yeux bandés, vous pouvez saisir un objet et savoir ce que c'est par la forme, par la sensibilité que vous avez au bout de vos doigts. Et donc la main, notamment, permet les prises essentielles de la vie courante. Et il y a deux grandes prises pour nous qui sont importantes quand on juge une main. C'est la prise cylindrique qui permet d'attraper un verre ou de serrer quelque chose en force. Là, vous voyez en haut quelqu'un qui attrape un verre. Et autrement, ce qu'on appelle la prise polydigitale, la prise fine avec le pouce, qui vous permet d'attraper un crayon ou qui vous permettra aussi d'attraper une petite aiguille grâce à la sensibilité. Donc la main est un formidable outil très complexe. À côté de cette notion d'utilisation de la main, de fonctionnalité, il ne faut jamais perdre d'esprit que la main est aussi un objet esthétique, d'esthétisme, notamment chez les femmes. Vous, mesdames, vous mettez toutes des bagues, des bracelets, on met des jolies montres, parce que notre main est un outil d'esthétisme. Et nous, les chirurgiens, on l'a bien compris, car quand on fait des chirurgies réparatrices de la main, on s'attachera toujours à redonner une main la plus esthétique possible, fonctionnelle, mais aussi esthétique. Car si on reconstruit une main et que la main reste dans la poche parce qu'elle n'est pas jolie, on aura perdu. Et vous voyez ici à droite, ça c'est un transfert partiel d'orteil sur mesure. C'est un orteil qu'on a pris, qu'on a reconstruit sur mesure pour qu'il ressemble le plus possible au pouce contralatéral. Parce qu'avant, on prenait le deuxième orteil, c'était un tout petit doigt, c'était pas joli, et en fait les patients ne s'en servaient pas. Donc, quand on fait une chirurgie, on tiendra compte aussi de l'aspect esthétique de la main. Alors, M. Lobel l'a dit, 1,5 million d'accidents de la main par an. Alors, je suis désolé, je ne peux pas parler de la main sans montrer quelques images qui seront un peu, avec un petit peu de doigts coupés. Et là, et dont 620 000 graves. Et là, j'interviens. Je n'ai pas la prétention sur un accident grave de redonner toute la fonction. Pas possible. Un accident grave, ça voudra dire qu'il y aura des séquelles. Des séquelles qu'on essaiera de minimiser, mais il y aura forcément des séquelles. Et ce pauvre patient qui a perdu ses 4 doigts dans un accident de scie circulaire, lui, forcément, il aura des séquelles et il a beau être dans une équipe hyper spécialisée. Mais on essaiera de lui réparer sa main secondairement. Alors, plein de dangers guettent la main. Plein de dangers. On verra tout à l'heure des exemples. Ils peuvent être mécaniques, tout ce qui coupe, tout ce qui broie, tous les produits chimiques, et ça on ne s'amifie pas assez, il y a des brûlures chimiques. Thermiques, le chaud, le froid parfois, tout ce qui est plaie au jardin, il faut bien se méfier et mettre des gants, et des éléments naturels, le rosier, les épines noires. Les lieux d'accident sont multiples, et partout dans votre vie courante et dans votre vie professionnelle, votre main est exposée. Elle est exposée à la cuisine, elle est exposée dans la salle de bain, elle est exposée en bricolant, au jardin et en travaillant. Donc tous les lieux de votre vie, la main court des risques parce qu'elle est très exposée, parce qu'elle est toujours en avant, elle est toujours en mouvement, et un moment d'inattention, une faute bête, et on se retrouve avec un accident de la main. Parce que les accidents de la main sont toujours bêtes. C'est toujours « Ah, je ne pensais pas que ça m'arriverait ». Alors, les accidents de la main sont, dans les 2/3 des cas, apparaissent maintenant dans la vie courante. Et dans 1/3 des cas, au travail. Vous voyez la répartition de notre vie à l'heure actuelle, 35 heures au travail, 126 heures de vie privée et de loisirs. Donc, par contre, quand même, il faut bien savoir qu'en ce qui concerne les accidents de travail, la main est la première cause, c'est la première cause des accidents de travail en France et la première cause d'incapacité permanente. Donc ça quand même si au niveau des accidents de travail ça n'augmente pas, les séquelles sont quand même importantes. Accidents de travail, je vous ai mis ici à droite les futures taxations des accidents de travail. Souvent, accidents de travail, c'est une population jeune, qui c'est souvent des intérimaires ou des
des apprentis qui ne sont pas habitués au métier, qui vont se blesser de façon un peu bête. C'est souvent avec des machines ou des outils individuels. Donc, mais je vous le dis, les accidents de travail ne sont pas en augmentation, car il y a une législation en maladie professionnelle et accident de travail qui est très très précise, avec des consignes de sécurité qui sont drastiques. Et donc là, au niveau de la main, ça a tendance à rester stationnaire, même s'il y en a encore quand même pas mal. Par contre, les accidents de la vie privée, eux, augmentent nettement, et je crois que c'est 25% d'augmentation ces dernières années. Ils augmentent pourquoi ? Parce que nos retraités sont de plus en plus actifs. Parce qu'il y a les RTT. Parce qu'il y a un engouement pour le bricolage à l'heure actuelle. Il y a plein de grandes surfaces de bricolage qui s'ouvrent. Et il y a un engouement pour le bricolage. Il y a aussi le plaisir de faire soi-même. Il y a aussi la crise. La crise qui fait que certains futurs patients découvrent une passion pour le bricolage et malheureusement pourront être amenés à avoir un accident de la main. Alors pourquoi ça augmente aussi dans les accidents de la vie privée ? Parce qu'on peut à l'heure actuelle aller acheter n'importe quel outil sans aucune formation dans une grande surface de bricolage. Alors si vous n'avez pas la précaution, prenez pas la précaution de lire la notice, de faire bien attention, d'être bien conscient des dangers que vous avez avec l'outil que vous allez utiliser, vous vous exposez à un accident de la main. Par exemple, moi, une scie circulaire, je pense que quand on m'a offert une scie circulaire, je crois que je l'ai ouverte 3-4 ans après l'avoir eue dans mon garage. Mais moi, j'ai vu beaucoup d'accidents, donc ça me faisait un petit peu peur. Donc on viendra tout à l'heure sur la prévention. Alors vous avez différents traumatismes au niveau de la main, qui peuvent être des piqûres, des écrasements, des amputations. On va revenir, je vais vous montrer des exemples de chaque pathologie. Et surtout, regardez, messieurs, dames, le bricolage. Le bricoleur du dimanche à droite, ne jamais faire ça, en chaussettes, la main appliquée. Mais de temps en temps, quand on est pressé, pourquoi pas ? Vite fait, c'est la fin de journée, la soirée, on veut finir son chantier, on se dit, allez, je vais vite fait couper. C'est souvent comme ça, l'accident. L'accident, c'est souvent, je voulais finir, c'était tard le soir, j'ai mangé vite fait, je voulais finir le chantier que j'avais commencé, je reprenais le boulot le lendemain, j'étais fatigué, et je me suis remis à bricoler à 21h, 22h. Et souvent, on a des patients comme ça, et c'est souvent des lésions sévères, graves, et en plus, pour nous, c'est très difficile parce qu'on opère les patients la nuit, ce qui est pas facile. C'est pas facile de faire de la microchirurgie vers 2 ou 3 heures du matin. Donc faites attention, toujours quand vous bricolez, vous prenez votre temps, vous faites ça à des heures ouvrables, pas après un bon repas, encore moins après un repas arrosé. Et voilà, c'est une petite précaution, mais souvent c'est comme ça. Si j'avais su. Je me souviens d'une histoire, un patient qui avait ouvert un garage. Pendant 1 an, il avait bossé jour et nuit parce qu'il venait d'ouvrir son garage, et en plus c'est un patient qui avait un reclassement professionnel. Et donc pendant 1 an, il était de la région nantaise. Pendant 1 an, il a travaillé jour et nuit. Et juste au bout d'1 an, il s'est dit, je vais me payer une semaine de voyage. Il allait partir, prendre l'avion. Il partait à la Martinique, je crois. Et au dernier moment, il se dit, allez, avant de partir, je tombe ma pelouse. Vite fait, bien fait. C'était humide, il a un petit peu plu. Il a tondu sa pelouse vite fait. Il a voulu débourrer la machine pour aller plus vite. Et il n'est pas parti à la Martinique. Voilà. Donc faire toujours attention, jamais faire les choses trop rapidement. Alors les piqûres. Alors je ne sais pas qui porte des gants quand il jardine. Tout le monde ? C'est bien, parfait. Voilà. Alors quand vous jardinez, vous pouvez vous piquer. Vous pouvez vous piquer avec des rosiers, avec des épines noires, avec tout ce qu'il y a dans le jardin qui peut vous... Vous pouvez faire une plaie minime, et à partir d'une plaie minime, vous pouvez quand même faire une infection. Et donc, il faut savoir reconnaître 2 types d'infections. Le panari, vous voyez à droite, à gauche, le panari, c'est une infection autour de l'ongle, c'est pas très grave, ça s'évacue. Par contre, la plaie à droite, c'est un phlegmon. Là, c'est une infection dans une gaine tendineuse, et là, c'est gravissime. Donc, faites attention quand vous piquez, lavez bien vos mains. Et puis, si vous voyez qu'il y a un gonflement, une rougeur, une douleur inhabituelle, quelques jours après, au bout de quelques jours, consultez. Là, on a très récemment un des soignants du bloc qui s'est piqué à l'occasion du jardinage. Il s'est piqué. Et au bout de 10 jours, il m'a montré sa main. Je dis, mais il avait un phlegmon de la gaine. Il avait un phlegmon dans la gaine, une infection, et je l'ai opéré en urgence quelques heures après, parce qu'un phlegmon de la gaine, vous pouvez perdre la main, mais vous pouvez aussi perdre la vie. Parce que ça peut donner une septicémie. Donc faites attention, quand vous jardinez, et je vous le dirai tout à l'heure, il y a des gants spécifiques pour tout type de travaux.
Qu'est-ce qu'on peut se faire? On peut se couper. Alors on peut se couper devant la main. Devant, dans la paume, nous on appelle ça la face palmaire de la main. Face palmaire de la main, qu'est-ce qu'il y a dans la face palmaire? Il y a tous les tendons qui fléchissent les doigts, des petits nerfs qui vont vous donner la sensibilité du bout des doigts, ce qui fait que quand vous fermez les yeux, vous pouvez reconnaître un objet, c'est des petits nerfs, et des petites artères. Vous pourrez vous couper un tendon fléchisseur, le tendon qui fléchit les doigts, et vous voyez là, à droite, on voit très bien en haut que le patient ne peut plus plier, ça c'est typique. Hein. Donc ce patient, il s'est coupé les deux tendons qui fléchissent son doigt, donc il faudra le réparer. Et c'est une chirurgie très très délicate. Et là aussi, même bien faite, vous aurez des séquelles. Donc ce sont des plaies qui sont complexes. Et même une réparation d'un tendon fléchisseur, même bien faite, vous aurez des séquelles. Mais si elle est bien faite, les séquelles seront minimes par rapport à une réparation mal réalisée. Donc c'est une chirurgie très très délicate à main, parce que c'est très petit. Il y a plein d'espaces de glissement, plein de force, et on ne peut pas forcément mobiliser tout de suite. Après une plaie de tendon, on ne peut pas mobiliser tout de suite, donc il y a des accolements, il y a des risques de séquelles. Vous pourrez autrement vous couper un petit nerf, et ce petit nerf, il faudra le réparer sous microscope. Vous voyez en haut, à gauche, un microscope, comment on s'installe pour réparer un nerf, vous réparez ça. Vous voyez en bas, la suture du nerf réalisée, et ça, c'est du fil, c'est un fil, c'est du 9,0. Ce fil, quand il est sur la table, vous ne le voyez pas. Si jamais il sort du champ de votre microscope, vous ne le retrouverez pas, tellement il est petit. Hein? Il n'y a pas les progrès, pour répondre à une question de M. Lobel, il n'y a pas eu d'énormes progrès en termes de découvertes scientifiques au niveau de la main dans les 20-30 dernières années. Les progrès technologiques ont été liés surtout à l'amélioration des microscopes. Maintenant, des microscopes extrêmement performants, avec des guidées vocales qui nous aident beaucoup. Et puis, c'était la miniaturisation des outils, notamment des fils, de ces tout petits fils qui nous permettent de réparer un nerf. Voilà. Alors, si vous avez une plaie de nerf, vous aurez des séquelles. Vous ne récupérerez jamais votre main comme elle était avant. Vous ne retrouverez jamais la sensibilité comme avant. Ce sera toujours un petit peu endormi. Comme quand on va chez le dentiste, c'est un tout petit peu endormi quand le dentiste nous a fait une petite piqûre, c'est endormi autour de la lèvre, ça reste toujours un petit peu comme ça au niveau du bout des doigts. Par contre, si on répare le nerf, vous n'aurez pas de séquelles douloureuses. Parce que quand on répare un nerf, après 30 ans, ce n'est pas pour récupérer la sensibilité, mais c'est pour qu'on n'ait pas de douleur dans la paume de ce que nous on appelle des névromes. C'est une plaie de nerf, le nerf va donner une irritation, ce qui pourra donner une algodystrophie. Et ce névrome, en l'opérant, à partir de 30 ans, c'est pour diminuer les douleurs secondaires liées à la plaie de nerf. Donc vous aurez des séquelles, quand même bien opérées. À la face dorsale, au dos de la main, qu'est-ce qu'il y a là? Là, il y a aussi des tendons qui étendent les doigts, qui s'appellent les tendons extenseurs. Et à côté de ces tendons extenseurs, il y a les articulations, qui sont très superficielles. Donc on peut avoir une plaie minime avec un tendon coupé et une plaie d'articulation. Donc une plaie d'articulation, ça donnera quoi? Ça donnera une infection, une arthrite septique, si jamais elle est là. Un tendon peut être coupé, mais que vous pouvez quand même bouger le doigt. Il faut se méfier. S'il est coupé qu'aux 3/4, le doigt continuera de bouger, mais le tendon sera quand même coupé. Et donc le tendon finira de se casser au bout de quelques jours, et puis vous ferez ce que je vous ai montré en premier avec l'épine, vous ferez un phlegmon, une infection de la main. Les tendons et les gaines, on en parlait tout à l'heure avec M. Lobel, ça s'affecte beaucoup parce que ce sont des espaces de glissement. Dans la main, il y a des choses qui sont très bien vascularisées, comme les muscles. Un muscle, ça ne s'affecte pas, parce qu'un muscle, c'est très vascularisé. Mais nous, au niveau de la main, on a des tendons, des articulations sur l'espace de glissement, qui ne sont pas bien vascularisés, comme le genou. Et donc ces espaces de glissement, comme ils ne sont pas bien vascularisés, ils luttent mal contre les germes. Et donc il y a des gros risques d'infection. La main tolère bien l'infection, résiste bien, mais à partir du moment où le cercle d'infection est parti, ça devient gravissime. Gravissime. Donc il faut prendre les choses tout de suite. Alors voilà une plaie de tendon extenseur. Donc plaie de tendon extenseur, 2 mois d'immobilisation. Vous voyez, donc c'est long. Et peut-être un peu de séquelles, moins qu'à la face palmaire, moins que... Alors vous pouvez avoir des plaies complexes. À partir d'une toute petite plaie, vous pouvez avoir plusieurs éléments coupés. Un tendon, un nerf, une artère. Donc la taille de la plaie ne fait pas la gravité au niveau d'une main. Vous pouvez avoir une toute petite plaie avec des sections à l'intérieur très graves. Donc méfiance. Alors voilà, je vous ai mis ça pour apprécier une plaie. Plaie, la profondeur, est-ce que c'est profond, oui ou non? Si moindre doute, il faut explorer chirurgicalement.
Il y a un dogme en chirurgie qui dit toute plaie en regard d'un élément noble doit être explorée chirurgicalement. Moi, c'est ce qu'on m'a appris quand j'ai commencé la chirurgie. Alors, au niveau de la main, il n'y a que ça. Au niveau de la main, il n'y a que des éléments nobles. Dans un espace réduit, c'est ce qui fait d'ailleurs la beauté de cette chirurgie, c'est que dans un espace réduit, vous réparez l'os, vous êtes donc chirurgien osseux, vous réparez la main, la plastique, vous êtes chirurgien plasticien, vous réparez les artères, vous êtes chirurgien vasculaire, vous faites tout. Vous faites de la chirurgie nerveuse, vous êtes neurochirurgien. Voilà. Donc là, un espace tout petit, il y a tout. Donc vous pouvez tout réparer, mais il y a des éléments nobles partout. Donc méfiance au niveau de la main. L'instrument, l'aspect, l'étendue, la localisation. Je voulais vous parler de ça, j'avais mis ça parce que pour nous, il y a 3 types de plaies. Il y a la plaie franche, le couteau, le cutter. Ça, c'est pour nous assez facile parce que les éléments peuvent être remis en contact. Vous avez l'écrasement. Alors, l'écrasement, ce serait plutôt pour moi la tronçonneuse. Tronçonneuse, vous voyez, la tronçonneuse, il y a une composante d'écrasement par la chaîne, avec une paire de substances, et de coupure. Là, il y a un écrasement. Et le pire, c'est l'arrachement. L'arrachement, c'est le doigt d'alliance, ou c'est le doigt qui est arraché par un grillage, où là, les éléments sont arrachés, et là, on ne peut pas remettre bout à bout, et on a une paire de substances très importante. Donc, juste, j'ai mis ce petit là pour ne pas oublier de vous reparler de ces 3 critères de gravité, section franche, écrasement, arrachement. Mais je ne voulais pas vous le mettre des exemples, parce que c'est... Voilà. Je vous en verrai tout à l'heure. Alors, on peut voir aussi des corps étrangers, faites attention. Corps étranger, une pointe, un hameçon, une arête de poisson. Vous avez une pointe comme ça, en haut à droite, vous voyez, la pointe. Cette pointe, vous voyez la radio. Qu'est-ce que vous êtes chez vous, vous faites quoi? Vous tirez dessus, un pansement, c'est fini? Oui? Si vous faites ça, vous avez un phlegmon. Là, vous avez ouvert la gaine des fléchisseurs. La pointe, elle est rentrée dans la gaine des fléchisseurs. Donc vous avez contaminé votre gaine des fléchisseurs. Donc si vous n'allez pas consulter et si on ne vous opère pas, vous aurez un phlegmon de la gaine et vous avez une infection. On vous opérera au bout de 8-10 jours et vous avez un risque d'avoir des douleurs chroniques et de perdre le doigt. Donc si vous avez un corps étranger qui est profond, mieux vaut consulter. J'ai mis l'hameçon parce que l'hameçon, si un jour ça vous arrive, alors il ne faut surtout jamais tirer sur l'hameçon. Vous savez? Il faut continuer le mouvement parce qu'il y a des petits crochets au bout. Ça, on a ça toujours aux urgences. Si plus vous tirerez, plus ça fera mal, moins vous y arriverez. Il faut continuer le mouvement de l'hameçon. Il n'y a que comme ça que ça s'enlève un hameçon. Hein, voilà. Et vous avez ça. Alors là, vous avez le dorsal et palmaire. Hein. Ça, c'est une clouteuse électrique. Hein. Donc le clou est rentré en dorsal. Il a traversé l'os et il est rendu dans la face palmaire. Donc là, vous avez des lésions à la fois en dorsale et en palmaire, et ça, absolument, il faudra opérer pour explorer, pour regarder ce qui a été lésé, pour nettoyer, pour éviter l'infection. Alors, en cas de plaie, vous avez une plaie chez vous, quelqu'un, surtout des gestes simples. Pas mettre de coton, jamais de coton, parce que le coton va se mettre dans la plaie, on aura du mal à l'enlever. Hein. Pas de colorant, pas de bétaline, pas juste ça. De l'eau du robinet, de l'eau minérale si vous voulez. Pas de garrot. Une plaie, ça s'arrête tout le temps. Hein, vous mettez un pansement compressif dessus, une bande, pas de garrot. Alors pas de café, pas de tabac, mais ça vous semble évident, mais bon. Et pas de remontant, pas d'alcool, pas de repas. Hein. Hein, je me souviens d'un patient qui est arrivé de Saint-Brieuc et en fait, il avait un traumatisme complexe de la main. Et j'ai appelé, je l'attendais à Pontchaillou depuis des heures, mais je dis mais qu'est-ce qui lui arrive? Il s'était arrêté de manger chez lui. Hein, voilà. Il a un peu faim, il se dit voilà, il a repris des forces, il dit je vais aller voir le chirurgien, il s'est arrêté, il allait manger chez lui. Bon, je dis voilà, donc restez à jeun quand même. Hein. Et l'alcool, ça ne sert à rien, ça ne fait pas diminuer la douleur, entre les cas. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez nettoyer à l'eau courante. Hein. Hein, l'eau courante, ça suffit. C'est parce que c'est un effet de lavage. Faut pas, les antiseptiques, ça tue un petit peu déjà, mais ce qui est important, c'est le lavage, c'est on dit dans notre jargon qu'on va diluer l'inoculum. C'est-à-dire qu'on va diminuer le nombre de germes dans la plaie, la rincer, pour diminuer le risque d'infection. D'accord? Donc un lavage simple à l'eau claire, ça suffit. Un antiseptique non coloré si vous voulez, mais ça pique, donc c'est pas forcément obligatoire. Un pansement compressif et surtout pas de panique, on ne meurt pas d'une plaie de la main. Pas de panique, on temporise, on ne meurt pas d'une plaie de la main. Alors, ne jamais oublier la vaccination. Alors, qui est vacciné contre le tétanos ici? Voilà, c'est bien. Voilà, ne pas oublier, parce qu'il y a encore des cas de tétanos, et ça, je crois que ça revient. Donc, pensez à vos vaccinations, surtout pour ceux qui font du jardinage. Je regarde à droite, au milieu.
La plus sévère, c'est quoi des traumatismes? Ça va être, la plaie peut aller jusqu'à une amputation de doigt. C'est la plus sévère. Alors, quand le doigt est amputé, c'est-à-dire qu'il est complètement séparé de la main. Hein? On a quelques heures pour réparer le doigt. Parce que si on ne remet pas le doigt en circulation, eh ben, le doigt va nécroser puisqu'il est plus irrigué. Et donc, on va donc faire ce qu'on appelle une réimplantation d'un doigt. Réimplantation d'un doigt, ça consiste à tout réparer. On va aller réparer l'os, les tendons que vous connaissez bien maintenant de la face palmaire, les tendons de la face dorsale, les artères, les nerfs et les veines. Et donc, il faut compter qu'un doigt, c'est 4 heures, 4-5 heures pour réimplanter un doigt. Alors, ça nous arrive d'en avoir 4 à faire. Alors, bien sûr, le 4e, on dit 6 heures en moyenne, mais pour un doigt, on a beaucoup de temps parce qu'il n'y a pas de muscle dans un doigt. Donc, comme il n'y a pas de muscle, il n'y a pas de nécrose musculaire, donc on peut réimplanter un doigt plusieurs heures après une amputation, ce n'est pas trop grave. On a 12-16 heures, du moment qu'on le conserve de façon adéquate, et je vais vous montrer comment. Le pronostic va dépendre de quoi? De l'âge, de la nature du traumatisme. Section franche, écrasement, arrachement. Le pire étant l'arrachement. Alors pour un arrachement, on essaiera tout le temps, surtout pour un pouce. Parce qu'il y a une hiérarchie dans les doigts, et pour nous, le pouce est prioritaire. Le pouce, c'est 50% de la fonction de la main. Et on n'hésitera pas pour un pouce, éventuellement à prendre un autre, quand le pouce, on n'a pas réussi à le réimplanter, soit à prendre un orteil, comme je vous ai montré tout à l'heure, soit à prendre un autre doigt de la main, à le transposer à la place du pouce, qu'on appelle une pollicisation, pour redonner la fonction de la main. Donc 50% de la fonction de la main pour le pouce. Des conditions de conservation, voilà. Devant une amputation, qu'est-ce que vous faites? Pas de panique, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut récupérer tous les fragments. Tous les fragments, vous récupérez les bouts d'os, tout, parce que ce qui vous semble vous désuet peut nous servir. On peut prendre, s'il manque un bout d'os sur un des doigts, on peut prendre un bout d'os à côté pour pouvoir donc vous récupérer tout. Dans une compresse sèche ou un linge propre, si vous avez, ça n'a pas besoin d'être stérile. Hein, nous, on va nettoyer tout ça au bloc. Vous mettez ça dans un sac plastique étanche, et ensuite, ce sac, vous le mettez dans un récipient avec de la glace et de l'eau. Alors 2 tiers d'eau, un tiers de glace. Surtout pas au contact de la glace. Ça fait des gelures. Et pas au congélateur. Ça, c'est foutu. Hein, ça m'est arrivé, donc je le dis, hein, j'avais un doigt qui est arrivé congelé, une fois. Dans un congélateur, ils avaient cru bien faire dans l'entreprise, ils avaient mis un petit congélateur portable, ils avaient mis dedans. Un doigt, ça ne se décongèle pas. Après, on n'arrive pas à le réimplanter. Voilà. Hein. Et vous l'envoyez dans un centre spécialisé. Hein. Et donc, centre spécialisé, vous voyez ici le résultat d'une réimplantation d'un pouce. Hein. Un pouce qui avait été complètement coupé, qui a été réimplanté. Voilà. Et donc, un centre spécialisé, vous pouvez aller voir sur Internet, il y a des centres qui font partie de la fédération des services d'urgence main, où c'est des centres labellisés, où il y a toujours une équipe de chirurgiens de la main spécialisés, et c'est surtout ces centres qui vont prendre en charge, bien sûr la pathologie courante, parce que ce qui peut le plus peut le moins, mais surtout la pathologie hyper grave, hein, parce qu'il y a des équipes dédiées, spécialisées, de chirurgiens, mais aussi de kinésithérapeutes, d'infirmières qui savent surveiller les doigts, voir s'ils sont bien vascularisés, savent appeler le chirurgien la nuit si un doigt souffre. Oui. Donc c'est ce label de FESUM. Donc, à travers ça, je réponds à des questions de M. Lobel. Je ne suis pas sûr que je répondrai à toutes, mais en voilà une. Je crois que j'ai répondu. Et le pire, c'est le ring finger. Amputation, le ring finger. Alors, il y a des jeunes filles qui mettent des bagues. Moi, j'en vois de temps en temps, parce que quand on est chirurgien de la main, on regarde les mains des autres, on regarde les immobilisations, les plâtres dans la rue, on regarde les doigts. Et on voit des jeunes filles, c'est de temps en temps une tendance, les jeunes filles qui mettent des bagues au niveau des pouces. Faites attention. Hein, parce que premièrement, si vous avez des bagues, il faut toujours les enlever quand vous faites du sport ou quand vous bricolez. Tout le temps. Il ne faut jamais garder une bague. Parce que si vous accrochez votre bague, votre alliance, dans une machine, l'alliance, elle peut arracher votre doigt. Et ce qu'on appelle un doigt d'alliance ou un ring finger. Et ça, c'est extrêmement difficile à réparer. Je crois que quand on réimplante un ring finger, on a moins de 50% de chances de succès. Il faut faire ce qu'on appelle des pontages longs, c'est-à-dire qu'il faut prendre des bouts de veine au niveau de l'avant-bras et ponter les artères parce qu'on a des pertes de substances. Donc c'est des chirurgies très très compliquées et au pronostic qui est pas très très bon. Voilà. À côté des plaies, on a des brûlures aussi. On peut se faire des brûlures. Alors, les brûlures, au niveau de la main, elles sont le plus souvent thermiques. C'est-à-dire que c'est par le chaud, voire le froid. Je vous ai mis les degrés. Premier degré, deuxième, troisième degré. Alors, le premier degré, c'est quoi? C'est le coup de soleil.
hein, c'est rouge. Le deuxième degré, c'est la bulle. Et le troisième degré, ça commence à être cartonné. Donc méfiance, si vous commencez à avoir une bulle, méfiance. Et puis après, il va falloir aussi, ça dépendra aussi de la localisation et de l'étendue de cette brûlure. Quand vous avez une brûlure au niveau de la main, un conseil, consultez. Consultez parce que la main, ça peut entraîner une brûlure au niveau de la main, si elle est un peu profonde, peut entraîner des cicatrices rétractiles qui vont gêner la mobilité des doigts après. Donc une brûlure au niveau de la main, un peu profonde, un peu grosse, consultez un médecin qui vous guidera dans le traitement. Mais à côté de ces brûlures thermiques, il y a aussi des brûlures chimiques. Et faites bien attention à la soude, l'eau de javel, tous les produits qu'on utilise pour les déboucheurs, ça, faites bien attention parce que vous pouvez avoir des brûlures graves avec des produits que vous utilisez peut-être régulièrement. Donc mettez bien des gants, faites attention à vos yeux aussi. Hein, c'est très très important. Et vous avez aussi des brûlures électriques, hein, des arcs électriques quand vous bricolez chez vous. Si vous changez une prise, vous pouvez faire des brûlures. Et vous voyez un exemple ici d'une jeune femme qui s'était brûlée un index, brûlure électrique. Il faut savoir que les brûlures électriques sont toujours plus graves qu'on ne pense. Hein, parce que c'est pas superficiel, c'est sûr qu'il y a un arc de conduction de l'électricité, donc il peut y avoir une brûlure interne avec une nécrose cutanée, une nécrose profonde, et ça peut conduire à des amputations. Donc faites bien attention quand vous faites de l'électricité. Et devant une brûlure, qu'est-ce qu'on fera? Quelle que soit la brûlure, il faut rincer à l'eau froide pendant 10 minutes. Et vous mettrez un pansement en tulle gras, du gras. Hein. Pas de pansement et pas de compression, pas de pansement circulaire. Et je vous dis, si la brûlure est un peu large, pensez à consulter. Ça, vous ne connaissez pas, je ne pense pas. Ça, on va peut-être le voir venir, c'est avec les accidents d'injection sous pression. C'est quoi? C'est tout ce qu'on peut louer, qui vont être des pistolets à peinture, tout ce qui va injecter des produits en forte pression. Et l'exemple typique, c'est un pistolet à peinture professionnel qu'on va louer chez, je ne vais pas donner de nom, mais et en fait, la buse est bouchée. Et on veut déboucher la buse avec le doigt, et on a du produit qui est injecté en pression dans le doigt. Et voilà, vous allez avoir une porte d'entrée minime, mais vous allez avoir du produit qui a été injecté sous pression dans votre doigt. Au début, ça fait un petit peu mal, mais bon, ça passe. Et puis après, au bout de quelques heures, on a des douleurs atroces. Vous avez un risque très important là, d'amputation. Et une injection sous pression, ça donnera des séquelles toute votre vie. Pourquoi? Parce que vous voyez le point d'entrée, à gauche. Vous voyez le produit, comment il diffuse? Oui. Et quand on nettoie, je ne sais pas si vous voyez bien en bas, on a plein de produits qui a diffusé le long des tendons, dans les nerfs, donc on a des risques d'infection, des risques de nécrose cutanéenne importants. Donc faites attention quand vous manipulez tous ces outils à pression. Hein, vous pouvez avoir des accidents graves. Alors ça, on voit ça aussi chez les agriculteurs avec l'huile, pression des injecteurs d'huile. On peut avoir des injections d'huile et on voit ça aussi dans certaines entreprises de vaccination à réputation, des injections de vaccins sous pression dans les doigts. Donc faites bien attention à tous ces outils quand vous les louez. Il y a beaucoup de dangers qu'on méconnaît. Les morsures, alors ça semble tout bête, une morsure. Une morsure, c'est très très grave. Pourquoi? Parce que dans la salive, il y a de nombreux germes. Et donc vous pouvez faire des nécroses cutanées, vous pouvez faire des infections graves de la main à partir de morsures. Donc quand il y a une morsure au niveau de la main, si elle est un tant soit peu profonde, mieux vaut consulter. Et surveiller de près, parce que je vous assure qu'on voit de temps en temps des patients. Et on peut notamment faire à la face dorsale de la main des arthrites septiques gravissimes, on voit de temps en temps des infections gravissimes de la main suite à une morsure banale au départ. Alors, il y a des conseils, ne jamais séparer de chiens qui se battent, voilà, pas caresser des animaux qu'on ne connaît pas. Ça, c'est des conseils qu'il faut donner aux enfants. Moi, je dis toujours ça à mes enfants. Hein, quand elles veulent caresser un chien qu'ils ne connaissent pas, je dis fais attention, une morsure, ça peut être gravissime. Bon, il y a quelques images maintenant qui vont un peu choquer, donc faites attention, fermez les yeux, ceux qui sont un peu sensibles. Pour l'instant, j'étais soft. Alors, maintenant, on a parlé de la pathologie. Maintenant, on va parler un peu de la prévention et je vais vous montrer quelques exemples de choses bêtes qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours et que moi j'ai vu. Et donc c'est pour ça que je vous montre ça, je vous en fais pas. Donc, lieu de danger de la vie courante, quelques lieux, parce que partout je vous dis, mais cuisine, bricolant, la poubelle, bien évidemment, vous n'appuyez jamais sur une poubelle pour fermer le sac. On est tous d'accord. Hein? Personne ne fait ça. Personne n'appuie jamais sur une poubelle ou avec des gants. Non. On n'appuie jamais sur une poubelle. Il y a toujours une boîte de conserve. Il n'y a pas le droit de jeter du verre, mais il y a toujours quelqu'un qui a mis un bout de verre ou un verre cassé, parce qu'on n'emmène pas forcément les verres cassés
à la déchetterie. Donc on n'appuie jamais sur une poubelle pour la fermer. Parce que c'est comme ça, on se blesse et on voit régulièrement des patients blessés qui ont appuyé. C'est un geste, entre guillemets, que tout le monde fait et à chaque fois on peut se blesser. On fait attention quand on vient de s'acheter un hachoir à jambon, parce que le doigt peut partir avec, donc attention. Attention aux huîtres. Les plaies par huîtres, alors vous avez dans le commerce, et vous pouvez offrir ça pour Noël, des petits produits qu'on appellera astucieux qui permettent d'ouvrir les huîtres sans se blesser. Alors des trucs en bois, des trucs en mousse. Il y a le bon vieux torchon, mais je pense que des choses comme ça, c'est bien. Alors surtout un conseil, moi c'est le conseil que je donne toujours, on lui ouvre les huîtres avant l'apéro. On met un post-it, bien ouvrir les huîtres. Parce que quand tout le monde se met à ouvrir les huîtres en vitesse, parce qu'on les a oubliées et qu'on a pris quelques coupes de champagne ou autre chose, ça devient plus dangereux et on oublie les conseils de sécurité, les consignes de sécurité. Donc avant l'apéro. Les couteaux, les ciseaux, le lave-vaisselle, vous savez bien qu'il faut toujours mettre les couteaux vers le bas. Il y a des ciseaux spéciaux, des couteaux spéciaux pour les produits congelés, parce que quand on découpe un produit congelé, c'est très très dur, ça ripe. Et donc on peut vraiment se couper, se faire des graves lésions. Il y a des ciseaux, il y a des couteaux spéciaux pour les produits congelés. Donc je vous conseille d'acheter ça. Le robot mixeur, ça j'ai mis ça parce que je me souviens que j'ai fait connaissance d'une de mes voisines qui fêtait sa retraite et qui est venue sonner chez moi un samedi après-midi. Alors moi j'étais en habit de bricolage en bleu et tout, je ne sais plus ce que je faisais. Elle a sonné et dit « Monsieur Rano, oui, vous êtes chirurgien de la main ?» Oui, mais au début elle a douté quand elle a vu comment j'étais habillé. Et elle me dit « ma femme vient de mettre son doigt dans le robot mixeur et la pulpe était partie avec. » Donc faites attention. Vite fait, elle recevait du monde. Donc un robot mixeur, ça peut blesser. En bricolant, alors là, ça va devenir... Fermez les yeux, ça va devenir... Parce que la scie circulaire, faites attention. Même arrêter, ça peut être dangereux. Même arrêter une scie circulaire, une scie sauteuse, ça peut couper. Donc faites bien attention, ça, ce sont des produits hautement dangereux. Et les scies circulaires, on a des accidents graves régulièrement. À l'extérieur, on peut se blesser. Chaîne de vélo. Pour vos petits-enfants, conseillez-leur qui mettent des protections quand ils font du roller ou quand ils font du vélo. On a beaucoup d'accidents, de traumatismes de la main en faisant du roller, en faisant du skateboard et tout ça. Donc c'est la mode à l'actuelle. Donc demandez aux enfants de mettre des protections. Et dans le jardin, la tronçonneuse. Ça, la tronçonneuse, c'est vraiment un outil extrêmement dangereux. Donc la tronçonneuse, c'est toujours jamais à bout de bras, bien positionné, toujours à des heures ouvrables. À l'extérieur, pas à la maison. On a pas mal d'accidents où la tronçonneuse est déroutée de son utilisation initiale et est utilisée dans la maison. Donc, et là, moi j'en ai eu un exemple la semaine dernière, un dimanche. Le patient, la tronçonneuse, il a coupé une poutre chez lui et la tronçonneuse, elle a buté contre un clou. Il y a un retour il s'est coupé toute la face dorsale de la main. Donc attention. Alors dans le jardin, la tondeuse, on ne débourre pas une tondeuse, j'enlève ça. Voilà. Donc là, vous êtes prévenus. Ouais, je n'ai pas mis beaucoup d'images, c'est tout. Mais faites attention. La tondeuse, c'est extrêmement dangereux. Malgré toutes les précautions, toutes les sécurités, on voit encore des accidents de tondeuse à l'heure actuelle. Il y a toujours des gens qui mettent des ficelles autour de la sécurité pour pas qu'elle s'arrête. On voit toujours des gens qui n'arrêtent pas la tondeuse pour débourrer. Donc faites attention. Donc, bien lire les informations, respecter les consignes, attention à la fatigue, je vous dis toujours, bien évaluer le danger, ça c'est extrêmement important. L'accident est toujours bête et il survient toujours quand on ne l'attendait pas parce que tout le monde ne serait pas un accident. Bien ranger le matériel à sa place. On voit plein de patients qui se blessent parce qu'ils ont cherché un outil dans un tiroir, ce n'était pas rangé, il y avait un cutter qui traînait et hop, c'est une plaie bête. Donc bien ranger les outils, et moi je ne suis pas sûr que je le fasse, je vais progresser. Bien mettre les protections, toujours. S'il y a des protections, c'est fait pour ça. Bien toujours respecter les consignes de sécurité. Jamais rien dans les poches quand vous bricolez. Pas de cutter, pas de couteau, pas le sécateur comme sur la droite. Si ce patient-là, il monte et qu'il tombe, il a le sécateur dans la poche derrière, il peut se faire une plaie sévère. Donc jamais rien dans les poches quand vous bricolez. Respectez ça. Pas notamment de choses qui peuvent couper. Mettez des gants. Voilà. Mettez des gants. Et il y a des
des gants pour chaque type de bricolage. Alors, j'entends, hein, on dira, mais j'y arrive pas. Mais nous, on opère avec des gants. Et on est obligé d'opérer avec des gants. Et on y arrive. Hein. Même de temps en temps, sur certains patients à risque infectieux, notamment de virus, on a des gants spéciaux qui sont assez épais. Et on arrive, alors on n'a pas la même dextérité, la même sensation, mais l'œil arrive à compenser une perte de sensibilité. Et donc, quand vous bricolez, dès que vous avez des choses un peu dangereuses, ben, mettez des gants. Utilisez toujours des outils adaptés. Positionnez-vous bien quand vous bricolez, tranquillement. Ou on peut utiliser, si vous achetez un cutter, ben, choisissez un cutter avec lame rétractable. Hein, ce sera plus sécurisant pour vous. Et évitez ces gestes-là, dangereux, hein, qu'on fait souvent hein, parce qu'on est pressé. Hein. Évitez-les parce que l'accident, je dis, c'est toujours bête. En conclusion, bah, protégez vos mains. Hein, c'est très important. Maintenant, je pense que j'ai dit plein de fois, donc je peux... Et autrement, il y a des organismes qui s'occupent de la prévention, hein, qui vont essayer d'améliorer la sécurité. Donc il y a plein de campagnes de prévention, notamment nationales, sur les accidents de la vie courante, et notamment les accidents de la main. Et enfin, ben, pour limiter les séquelles, si vous avez un accident de la main, ben, il faut aller voir une équipe spécialisée parce que vous aurez des séquelles, mais si vous êtes pris en charge par des chirurgiens spécialistes de la main, vous avez des chances d'avoir moins de séquelles. Parce que, M. Lobel tout à l'heure parlait des avancées. Les avancées en main, c'est quoi? C'est un peu de technologie et aussi après maintenant beaucoup, je pense, d'humain. C'est-à-dire que l'avancée en main, à mon avis principale, c'est que maintenant, vous avez des chirurgiens de la main. La chirurgie de la main est une spécialité reconnue à l'heure actuelle par le Conseil de l'Ordre. Donc vous avez des gens qui ont des chirurgiens spécialistes de la main dont c'est le métier, hein, qui ne font plus que ça, voire que ça. Donc c'est une spécialité reconnue et donc bah, vous avez plus de chances d'avoir moins de séquelles si vous êtes opéré par ce type d'équipe. Et enfin, quand vous avez des structures telles que Rennes Urgence Main, c'est des structures multidisciplinaires. Vous avez donc plein de chirurgiens à la main. Moi, je ne suis pas tout seul, on est toute une équipe. Mais moi, aujourd'hui, je la représente, hein, puisque je suis le responsable. Mais derrière nous, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des infirmières spécialisées, il y a des kinés spécialisés qui sont spécialistes de la main, qui vont prendre en charge la rééducation. On a aussi une approche psychologique, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de voir des traumatisés de la main, donc on sait bien qu'on va les accompagner sur le plan psychologique, parce que quand il y a des séquelles, ben c'est aussi important qu'on soit présent pour soutenir les gens, parce que ça peut mettre une plaie grave de la main peut mettre en jeu la vie professionnelle et même voire parfois la vie tout court. Hein, donc c'est important. Voilà, je vous remercie.